C'est mon tour, hein. Je croyais que tout est dit. Alors, l'an passé, pour ceux qui étaient là, on avait fait un voyage au Pays des Moulins. Et cette année, je vais vous emmener en mer. Alors, j'aime bien quand on est CCP, donc clair, concis, précis, mais je crois que je me suis encore égarée, mais pas dans des chiffres pour cette fois-ci. Alors, l'idée m'est venue en imaginant le Titanic bondé d'agriculteurs à qui on a fait croire à l'ultime grand voyage de rêve organisé par les collègues d'un syndicat dont, pardonnez-moi, mais j'ai déjà oublié le nom. Dénonçant cette dérive mortifère, plusieurs autres navires jaunes, bien entendu pilotés par la coordination rurale, plus petits mais plus costauds et plus résistants, s'acharnent pour aller à leur secours. Et vous savez déjà tous que 4 navires sur lesquels il y a écrit CR-47, CR-14, CR-16, CR-63 ont déjà retrouvé la voie pour sauver le maximum de collègues agris. Alors oublions ce voyage dangereux et reconstruisons plutôt, à l'image d'un nouveau paquebot plus fiable, notre agriculture française. À la coordination rurale, nous restons convaincus que nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons reconstruire un nouveau paquebot qu'est l'agriculture française. En effet, nous sommes convaincus que des solutions efficaces existent pour sauver notre agriculture française plurielle. Mieux pilotée, elle peut nous assurer à tous un rythme de croisière rémunérateur, et cela, quelle que soit notre production et nos orientations, bio ou conventionnelles, circuit court ou pas. Aujourd'hui, en suivant la trajectoire de la mondialisation et du libre-échange, notre navire prend l'eau et on a déjà perdu trop de matelots. Il est temps de colmater les brèches et changer de cap avant de chavirer. C'est possible en récupérant nos pouvoirs perdus au profit des autres maillons de nos filières, tout en prenant la route de l'exception agriculturelle dont on a tant parlé aujourd'hui, balisée par la régulation des productions ou encore la TVA sociale. Les mesures franco-françaises ne suffiront pas à nous garder à flot. Prenons l'exemple de la montée en gamme qui nous demande toujours plus d'efforts, mais qui ne nous garantit en rien une rémunération décente et surtout durable. D'autant plus que d'autres pays prennent ce même chenal de la différenciation, comme la Nouvelle-Zélande pour son lait de pâturage aussi. En 2017, le solde commercial de la branche agricole et agroalimentaire française a été excédentaire de 5,7 milliards d'euros, quand le déficit de la balance de la France, lui, continue de couler inexorablement depuis quelques années déjà, pour tomber à 62 milliards d'euros. Mais prenons garde, car si on exclut les vins et les spiritueux, la balance commerciale agri-agro devient déficitaire à près de moins 7 milliards d'euros. Ainsi, nous contribuons malgré tout positivement à l'économie de la France sans en bénéficier dans nos exploitations. Nous ne pouvons plus tolérer que nos produits soient bradés pour servir de monnaie d'échange à d'autres branches de l'économie en déficit. Ça suffit. Donc oui, l'exception agriculturelle constitue une voie novatrice. Conseillée lors des États généraux de l'alimentation par certains députés, elle a malheureusement été écartée par le député que vous connaissez tous, de La République En Marche, Jean-Baptiste Moreau, qui, la considérant floue, a préféré soutenir l'idée de l'indépendance alimentaire. Position étonnante quand on sait que Thierry Coué, pour ceux qui le connaissent, président de la FRSEA Bretagne, avait pourtant osé porter notre solution devant le Haut Conseil à la coopération agricole, le HCCA, conseil où seule la FNSEA avait le droit de siéger jusque-là. Mais notons qu'à force de revendiquer inlassablement ce droit, nous devrions enfin pouvoir l'intégrer prochainement grâce à l'ordonnance sur les coopératives début d'année prochaine. Donc non, contrairement à ce que pense le député Moreau, l'exception agriculturelle n'est pas floue, puisqu'elle consiste à retirer les produits agricoles et nourriciers de la logique de libre-échange de l'OMC et de la spéculation boursière et financière. Petit voyage en Norvège, un pays de la mer, on peut y aller en bateau. La Norvège a, elle, pourtant le courage de l'appliquer. Bien qu'elle n'appartienne pas à l'Union européenne, elle fait pourtant partie de l'espace Schengen et participe au marché intérieur de l'Union européenne grâce à son accord sur l'espace économique européen. Elle en a volontairement exclu sa politique
en matière de pêche et d'agriculture, souhaitant ainsi en conserver sa maîtrise. Elle régule annuellement certaines productions en fonction de sa consommation intérieure et applique une taxe dite de protection pour limiter ses importations en fonction de ses besoins. Certes, l'agriculture norvégienne est fortement subventionnée par rapport à la nôtre, puisqu'en 2015, elle recevait un tiers de la valeur de sa production agricole sous forme d'aide, contre environ 1 euro d'aide en France ou en Europe pour 8 euros de production. Mais soulignons que le taux norvégien reste bien inférieur au soutien des États-Unis pour ses producteurs qui reçoivent 1 dollar de soutien pour 1,8 $ de produits, soit plus de 50%. Donc, tout est relatif. La Norvège doit lutter contre des vents contraires. En effet, autosuffisante seulement à 50%, elle subit des pressions de l'OMC pour qu'elle diminue les aides à ses producteurs. Elle tente d'y résister, sinon la mort de son agriculture risque de sombrer. Via Campesina, le mouvement paysan international représentant 180 organisations locales dans 80 pays, milite aujourd'hui aussi pour l'exception agriculturelle, puisqu'elle estime qu'aucun pays ne devrait avoir à mendier auprès de l'OMC le droit de garantir son droit alimentaire. Donc, au regard des pressions et contraintes fixées par l'OMC, qui favorisent les multinationales à notre détriment, l'indépendance alimentaire prônée par Jean-Baptiste Moreau ne sera pas suffisante. D'autres diront que l'exception agriculturelle s'apparente à du protectionnisme. Mais vouloir garantir son indépendance et sa souveraineté alimentaire, n'est-ce pas légitime et responsable ? En 1993, sous l'impulsion de la France notamment, qui applique l'exception agriculturelle depuis 1959, l'Union européenne a instauré un statut spécial pour les œuvres et la production audiovisuelle visant à les protéger des règles commerciales du libre-échange. Elle considère que la création culturelle ne constitue pas un bien marchand comme les autres et doit être protégée. Mais l'agriculture européenne est-elle un bien marchand comme les autres ? Ne mérite-t-elle pas d'être protégée par un statut spécial, elle aussi ? Notre alimentation n'est-elle pas plus vitale que la culture ? L'exception culturelle, imposant un minimum de production française au cinéma et dans les médias, n'a pas occasionné le repli de l'industrie cinématographique française sur elle-même. Pour preuve, en 2017, l'exportation de films français était repartie à la hausse. En 2018, ce n'est pas moins de 6 films d'animation français qui étaient en lice pour les Oscars aux États-Unis. Par ailleurs, selon Unifrance, le cinéma français a généré plus d'entrées à l'étranger qu'en France pour la 4e fois en 6 ans. C'est pourquoi l'industrie cinématographique française reste, malgré son exception culturelle, 2e exportatrice mondiale après les États-Unis. Selon un rapport international publié mardi dernier, la France serait un véritable modèle en matière d'alimentation durable, décrochant la première place dans ce secteur. Donc, à l'instar de la qualité de nos produits culturels, nous devons avoir confiance dans la qualité de nos produits agricoles et agroalimentaires pour imposer nos conditions. L'exception agriculturelle permettrait aussi de lutter contre la spéculation des matières premières. Certains des plus grands noms du secteur financier, comme d'autres grands acteurs économiques comme Cargill, y sont impliqués. En 2015, les volumes échangés sur les bourses de marchandises aux États-Unis étaient 99 fois supérieurs à la récolte américaine. Alors pourtant, qu'une tranche de pain ne peut être mangée qu'une seule fois. L'exception agriculturelle contribuerait aussi à lutter contre le réchauffement climatique en diminuant les 60 000 cargos qui se croisent à travers la planète, transportant des produits ne respectant pas, bien souvent, des normes européennes. L'exception agriculturelle concourrait par ailleurs à tendre vers l'autosuffisance alimentaire. On l'a suffisamment entendu cet après-midi.
Aujourd'hui, la Russie ne se contente pas d'annoncer cet objectif, mais elle agit concrètement pour atteindre cet objectif. Elle a réussi à transformer la contrainte d'embargo européen en opportunité. En vue de s'approcher de l'autosuffisance alimentaire, elle a réorienté ses productions pour se hisser aujourd'hui en premier exportateur mondial de céréales avec plus de 34 millions de tonnes. Le journal Le Monde du 11 octobre dernier titrait « La Russie veut chasser le blé français des fournils algériens ». Avec un prix 8 à 10% inférieur au nôtre et un effort porté sur l'amélioration de la qualité de leurs grains, les Russes pourraient rogner nos exportations vers l'Algérie, qui constitue pourtant notre premier débouché à l'exportation, puisque la moitié de nos épis expédiés hors Union européenne y est destinée. Nous devons aussi rester vigilants du côté des légumes. Toujours dans l'optique de tendre vers l'autosuffisance alimentaire, les investissements russes dans la production de légumes sous serre ont explosé ces dernières années. Ainsi, une hausse de 33% de la production a été constatée entre 2015 et 2016 et autour de 15% entre 2016 et 2017. Donc, on voit 2 années de croissance, plus 33%, plus 15%. Les principales productions touchées sont les tomates et les concombres. Donc oui, dès 1992, Jacques Legnaud, le fondateur de la coordination rurale, avait raison. Si l'exception agriculturelle avait été actée plus tôt, tous les traités de libre-échange et les surproductions qui nous asphyxient n'auraient pas été signés en l'état. Diverses balises contribueront à atteindre ce cap de l'exception agriculturelle. Afin de privilégier nos productions locales, au lieu d'importer du soja du Brésil ou du maïs d'Ukraine, elle doit être couplée à la régulation et à une réorientation de notre production vers notamment des cultures de protéines rémunératrices. La régulation permettrait d'éviter les dangers des mirages qu'on nous fait briller à l'horizon. Prenons l'exemple du lait. En 2014, Vincent Châtelier de l'INRA nous promettait une augmentation de la demande mondiale de 20 millions de tonnes par an. L'OCDE nous en prévoyait quant à elle 10 millions de tonnes par an à l'horizon 2024. Quant au final, constatez que cette consommation mondiale n'augmente que de 3,5 millions de tonnes par an en moyenne. Par ailleurs, la Commission européenne vient de la revoir à la baisse en descendant à 1 million de tonnes annuelles pour la décennie à venir. En porc, souvenons-nous des promesses d'Eldorado chinois en 2016. Aujourd'hui, la Chine est en train de rayer de la carte ces 220 000 petits élevages porcins pour les remplacer par des usines à viande, avec par exemple un bâtiment de 14 étages peuplé de 24 000 truies et combien d'autres projets comme celui-là. Sur ce marché porcin, elle œuvre peut-être pour tendre vers l'autosuffisance. Elle a fortement réduit ses importations qui sont tombées à 3 millions de tonnes de 3 millions de tonnes en 2016 à 1,5 million de tonnes en 2018. Sur ce marché, la Russie, devenue autosuffisante à 98%, risque aussi de viser nos propres débouchés. Arrêtons de croire à la bouée de sauvetage que constituent les volumes. Quand on sait par exemple que les premiers mois de 2018, le volume de poudre de lait infantile exporté vers la Chine a augmenté de 38%, mais que parallèlement, les prix ont chuté de moitié. On comprend vite que travailler plus pour gagner moins, ça suffit. Alors non, à la coordination rurale, nous ne sommes pas naïfs. Nous ne croyons pas les pirates cupides qui profitent de surproduction organisée pour justifier nos prix bas. Évidemment, il ne s'agit pas d'imposer de nouveaux quotas rigides, mais d'acter une régulation intelligente et flexible, à l'image du PRM pour le lait ou à l'image de l'OPEP. En effet, les pays européens doivent, à l'instar des pays producteurs de pétrole qui se sont regroupés dans la société pétrolière de l'OPEP, œuvrer dans un sens commun. Dans les années 50, certains pays producteurs de pétrole ont cru pouvoir concurrencer certains autres
producteurs en augmentant leur propre production, entraînant une baisse des prix dramatique pour tous, si bien qu'ils ont fini par se solidariser et ont décidé d'une restriction de production commune afin d'influencer le cours du baril du pétrole et ainsi augmenter leurs revenus. Enfin, pour lutter contre le dumping social et environnemental, une TVA sociale, comme exposé dans le fil, doit être instaurée. Aujourd'hui, nous croulons sous les charges MSA pour des prestations et retraites de misère. L'assiette de la MSA doit donc être revue pour éviter des inepties telles que la taxation de nos stocks. Nous devons instaurer une TVA sociale sur nos importations agricoles et agroalimentaires pour inciter à acheter français et pour contrer les distorsions de concurrence. Quand on sait que plus de 40% du poulet consommé en France est importé, la question est comment lutter contre le poulet polonais produit par des industriels français tels que LDC, affiliés au groupe Avril, avec des salariés payés à 500 € le mois, ou encore comment lutter contre le poulet brésilien compétitif nourri à base d'OGM. La TVA sociale permettrait de baisser le coût du travail dans les entreprises, de redonner de la compétitivité à nos produits et donc de relocaliser notre économie. Autrement dit, pour la coordination rurale, il faut faire participer les importations de produits alimentaires au financement de notre protection sociale agricole, tout en rendant plus compétitifs nos produits exportés. Promouvoir le commerce équitable pour les producteurs de l'autre bout du monde, c'est bien, mais commencer par un commerce équitable en France et en Europe, c'est mieux. Donc, pour que notre beau paquebot, qu'est l'agriculture française, ne coule pas et que nous arrêtions d'écoper seuls, sans aide des autres maillons de l'équipage, il faut rapidement un changement d'équipe, de direction, qui mette enfin en œuvre une nouvelle feuille de route favorable aux matelots que nous sommes tous. La musique doit continuer, mais sans pertes humaines et avec reconnaissance du travail et des efforts des équipages, pour l'instant non récompensés. Ce sera possible avec l'élection de nos représentants aux chambres d'agriculture en janvier prochain. Je remercie les pilotes de l'ACR, ses matelots et le personnel, largement sollicités et à la hauteur de la traversée vers de meilleurs horizons. Tous ensemble, nous pouvons atteindre des rivages moins hostiles et c'est possible. Merci. Merci.